Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. Aujourd'hui, mon intervention va consister à faire des précisions. Je vais revenir donc sur l'interview de Arne Schlanger. Je vais parler d'écologie et de la dissidence. Par quoi je peux commencer? Bon, par Arne Schlanger. Donc vous avez vu que c'est un personnage très instruit, très sympathique et qui a été disponible à ma demande pour pouvoir permettre aux abonnés euh, de compléter, si vous voulez, le travail que je faisais de la critique d'un certain monde anglophile. Euh, Après, il faut que je fasse des précisions parce que effectivement, on n'a pas tout à fait le même point de vue sur certains domaines. Par exemple, sur Roosevelt, qui, selon moi, n'est pas à découpler du fait que les Bush ou Harriman, la famille Harriman ou la famille Bush, ait financé le nazisme. Je pense qu'ils ont travaillé en tandem, puisque si on perçoit la Seconde Guerre mondiale comme la passation de pouvoir, la bascule entre le libéralisme anglais et le néolibéralisme américain, c'est normal que dans le relativisme de cette bascule, il y ait une opposition entre Churchill et Roosevelt, mais ça n'est qu'une extension, si vous voulez, du Commonwealth et du modèle économique anglais repris par le credo américain, mais qui n'est que une copie quelque part. Hein, j'ai envie de dire, la City Wall Street travaille toujours en tandem. Mais pour prendre pour cette bascule, il a fallu effectivement financer les nazis, les pousser contre les Russes, dégrader le plus l'Europe, si vous voulez, l'affaiblir et la soumettre progressivement. Hein, c'est la soumission progressive de sociétés catholiques ou orthodoxes zombifiées par le judéo-protestantisme zombifié, si vous voulez. Donc, bon, Roosevelt, il y a des documents qui prouvent qu'il est totalement impliqué dans la mise en place de la Seconde Guerre mondiale et sa promotion. Hein. La plupart des Américains ne voulaient pas, et il y a qu'à s'intéresser à Pearl Harbor. Donc, je ne partage pas le point de vue d'Arne Schlanger sur Roosevelt. Et je dis, il n'y a pas tant de scission entre Roosevelt et les Bush et les Harriman, c'est un travail en tandem, si vous voulez, dans les hautes sphères élitistes. Il y a les promoteurs de guerre pour les affairistes que ça arrange, les banquiers, si vous voulez, et il y a des familles qui se spécialisent, hein, chacun son domaine. Le fait que les Bush et les Harriman n'ont jamais été poursuivis prouve que, en réalité, ça a arrangé tout le monde. Hein, cette histoire. Le but, effectivement, c'était d'alimenter la Wehrmacht jusqu'à la toute fin de la guerre pour qu'ils accentuent les destructions. C'est un peu comme Napoléon qui a dégradé l'Europe et qu'on a poussé contre les Russes et qui finalement a travaillé à la dégradation des anciens modèles au profit du remplacement par les économies à l'anglaise, s'il vous plaît. Et les économies à l'anglaise dans la déportation colonialiste et le culte de la science sont dans une superficialité maladive qui accumulent la dette et qui ont maquis par des guerres de masse. Donc ça va aboutir à la Première Guerre mondiale. Et on a les mêmes caractéristiques avec la Seconde Guerre mondiale, la crise de 29. Donc je ne pense pas qu'il faille être dupe sur le Commonwealth, le monde anglo-saxon. Il y a une connivence de famille et chacun ses spécialités, si vous voulez. Alors après, il y a une lutte relative, hein, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas se tromper. Hein, il faut bien identifier ce que c'est que la lutte relative dans le global. Ensuite, mon point de divergence, c'est sur le père de Kennedy. Hein, je ne pense pas qu'il était anglophile dans le sens ambigu qu'on pourrait le croire quand on écoute la deuxième partie de l'interview que je vais traduire prochainement. Le père de Kennedy en a pris plein la figure dans l'historiographie récente parce qu'on a voulu effacer, si vous voulez, l'héritage de la famille Kennedy par l'inversion accusatoire. Je pense que le père de Kennedy était plus du côté des Anglais comme Chamberlain qui voulait la paix, et d'ailleurs, il a fustigé la réalité de la Seconde Guerre mondiale en disant que les Juifs avaient gagné et ils avaient réussi à obtenir ce qu'ils voulaient finalement. Et c'est peut-être cette lucidité sur le matérialisme que la branche juive sioniste porte, si vous voulez, et son influence dans les courants en compétition, qui fait que Kennedy était en porte-à-faux avec la dérive du système. Euh,
Après, bon, moi je vois les Chinois comme embarqués dans une copie pastiche du néolibéralisme américain, version après avec les spécificités chinoises, donc une sous-version de ce que je critique dans l'établissement d'un monde de type orwellien anglo-saxon, si vous voulez. Donc je ne suis pas pro-chinois dans ce sens, j'ai rien contre les Chinois, si vous voulez, mais ça, bon, ils sont très en retard au niveau de l'indice de développement humain. Donc je vais en profiter. Ah oui, ça me permettra de faire une transition avec l'écologie Greta Thunberg. Mais avant, j'ai envie de dire que oui, aussi, ce qui manque dans la version d'Arne Schlesinger, c'est d'admettre effectivement que le côté juif sioniste qui colle à ce côté anglophile, si vous voulez, a beaucoup plus d'influence que ce qu'il admet, si vous voulez. Le, 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 je pense que c'était pas le cas à l'époque de Kennedy, ce qui me différencie effectivement de la dissidence de type égalité-réconciliation qui, dans l'assassinat de Kennedy ou le 11 septembre, cible tout de suite les juifs, si vous voulez, sionistes. Je ne pense pas que ce soit à l'époque de Kennedy autant vrai qu'après le 11 septembre, mais si on étudie l'architecture comme symbolique des courants et de leurs dérives, on s'aperçoit que les deux tours Rockefeller de déportation anglo-saxonne sioniste s'effondrent au profit de Silberstein. Donc je pense que l'influence économique juive est beaucoup plus marquée à partir de la fin des tours jumelles, hein, donc au début de 2001. C'est là qu'on voit une substitution mimétique claire dans les modèles économiques transposés à ces modèles architecturaux qui s'effondrent et qui sont dynamités intentionnellement, si vous voulez. Et à l'époque de Kennedy, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Je pense que dans les années 80, on peut observer, notamment au niveau des mafias, véritablement une montée en puissance de la mafia juive au sein de la culture américaine. Moi, j'étudie les films pour observer ce genre de choses au niveau de l'inconscient collectif, donc j'ai des clés de lecture qui me laissent à penser ça. Alors après, il faut bien aussi, donc, parce que je parlais de l'écologie et de la dissidence en même temps, alors, du coup, pourquoi je suis différent de ce que propose Égalité et Réconciliation, le groupe d'Alain Soral, au niveau des analyses de ces tragédies, eux, ils ont imposé à mon travail la proposition de Guillénaud. Mais on voit que ça n'est qu'un travail parcellaire de focalisation sur la branche juive. Hein. Dans l'assassinat de Kennedy, il se concentre uniquement, avec son frère, sur la branche juive, sioniste, pro-israélienne. Et dans le 11 septembre, c'est pareil. Alors si c'est performant, et notamment pour la partie, parce que Guillénaud, je le connais, j'ai discuté avec lui, c'est un type sympathique, performant, mais on est différent sur le Kennedy et le 11 septembre, parce que lui, il est élu de la CIA, et en fait, il exonère systématiquement les anglo-saxons et les protestants extrémistes dans l'affaire. Il en parle très peu, il se concentre très vite sur les juifs. Et ça, c'est ce qui me différencie nettement d'égalité et réconciliation, si vous voulez. Alors, parce que, effectivement, et c'est assez dommage pour un marxiste comme Soral d'éluder le côté, si vous voulez, anticommuniste de la CIA, qui a utilisé un de ses agents, qu'elle a fait passer pour un sympathisant communiste, afin de jeter l'opprobre sur la Russie, l'URSS, si vous voulez, dans l'assassinat de Kennedy, alors que l'URSS et le mouvement kennedien étaient en train de travailler pour mettre fin à la guerre froide, si vous voulez, ce que la CIA refusait systématiquement, puisque la martingale du mouvement anglophile, c'est ces déportations de conflits stériles qui permettent à des compagnies privées d'engager de l'argent. Hein, les industries de la guerre, le pétrole, tout ça, c'est, si vous voulez, l'Angleterre a replacé Israël dans des pays étrangers pour justifier de se prolonger dans son délire de déportation sur le mode nordique, hein, des dracars vikings et de ravager, piller, de rien apporter, si vous voulez, de se complaire dans la possession matérialiste. Donc effectivement, Kennedy est un porte-à-faux par rapport à ça, mais les gens de la CIA, comme on l'a expliqué avec Arne Schlesinger, qui sont hérités, si vous voulez, dans la filiation au monde anglophile, c'est-à-dire aux produits dérivés de la monarchie, je ne parle pas de nationalisme anglais, hein, du nationalisme anglais qui reste chez lui en général. Je parle véritablement d'un produit dérivé au sein du Commonwealth des cercles élitistes de type monarchique qui étendent leur réseau de colonialisme devenu néocolonialisme. Et vous remarquerez que l'écologie s'inscrit dans cette imposture, puisque le WWF, Greenpeace, c'est le mari de la reine d'Angleterre, et c'est des réseaux qui renvoient au Club des Mille, au Club des îles, et qui se maquillent derrière la sophistication de l'esthétique écologique, en réalité pour prolonger, si vous voulez, et ils ont les mêmes cercles de réseaux d'assassins qui opèrent partout dans le monde, pour continuer d'avancer
l'agenda orwellien et le Commonwealth, de continuer de prolonger, si vous voulez, les tentacules du Commonwealth dans ses implantations dans les pays étrangers pour des ressources naturelles. Et donc, et pourquoi la dissidence française exonère systématiquement la mouvance anglo-saxonne là-dedans et ne fait pas de travail spécifiquement sur ce côté-là, c'est parce que au niveau de la France, il y a une grande complicité et une connivence avec les pays anglo-saxons dans le culte de la science. Et le culte de la science, c'est quoi? C'est le mythe d'Icare, c'est la déportation dans des pays pauvres pour prendre les ressources naturelles et alimenter, si vous voulez, les deux pôles cosmétiques et aérospatiales qui sont en réalité le matérialisme relatif de compensation par rapport au fait qu'on ne s'émancipe pas intergénérationnellement par la droiture, mais qu'on n'est que dans des semi-émancipations qui induisent, si vous voulez, effectivement, le colonialisme, parce que c'est-à-dire de rentrer en conflit avec des populations plus faibles, dont on va reproduire sur eux le comportement dont on a été victime inconsciemment par les anciennes générations. Donc on va les spolier à leur tour de leur originalité pour se complaire dans quelque chose qui amène progressivement au monde artificiel. Et la France est un pays de nordiques mélangés, il y a toujours eu cette ambiguïté, si vous voulez, de toujours aller du côté des Anglais plutôt que de l'autre, si vous voulez, pour stopper cette fuite en avant. C'est la chute de l'émancipation chrétienne et le retour, si vous voulez, à un affairisme de fond crapuleux de type arabatien au profit des marchands du temple. C'est ça le processus historique. Et malheureusement, si la dissidence essaye de se démarquer un peu de ça, ils ne font pas le travail jusqu'au bout, ce qui fait qu'ils font des analyses qui sont fausses. Par exemple, Guillemot parle d'hologramme pour le 11 septembre. Ça n'est pas le cas. Dans le 11 septembre, ce sont des avions. Ça, c'est le pôle anglo-saxon, protestant, néoconservateur militaire. Ce sont des avions téléguidés qu'on a envoyés sur les tours jumelles, si vous voulez, et ça a amorcé l'ère des drones. Mais vous comprenez que ce que la CIA, dans ses guerres de contamination dégradantes, met en place au niveau technologique est ensuite décliné au domestique. Ce qui fait que les gens, inconsciemment, sont complices de ça, ils ne vont pas faire une véritable critique parce qu'après, ils vont se complaire dans la société des drones et ce genre de choses. Et là où on peut faire la juxtaposition, c'est le fait que l'écologie n'est qu'une énième mascarade. En réalité, on peut la branche écologique aller de type Greta Thunberg avec une trisomique qui est un peu gesticulante, on va dire, au niveau de ses revendications, n'est que la manifestation quelque part de gosses de riches qui veulent, sous la sophistication de l'esthétique écologique, prolonger en réalité ce qui amène tous les problèmes dans le rapport du monde occidental au reste du monde. Et parce que l'écologie, c'est pas découplé de l'antiracisme ou des guerres, de la guerre au terrorisme. C'est-à-dire où l'hystérie occidentale matérialiste se manifeste par le financement d'une faction terroriste qui lui correspond dans un faux islam, qui stigmatise les autres musulmans, si vous voulez, pour continuer en réalité de justifier l'interventionnisme colonisateur, si vous voulez. Les groupes écologistes ne se sont pas démarqués des guerres racistes et coloniales sophistiquées de ce que la mouvance catholique engendrée par ses sous-bassements francs-maçons et lobbyistes. La Libye, vous avez Eva Joly qui a participé, c'est pourtant une guerre raciste et néocoloniale, où on a disloqué un pays africain, bon certes ambigu, mais qui voulait, par son modèle économique, permettre un pilier d'émancipation pour les pays africains. Pourtant, toute la gauche française et la droite française s'est embarquée dans la dislocation de la culture libyenne et l'a fait reculer au niveau des droits humains, si vous voulez. Donc, en réalité, l'écologie n'est qu'une imposture de ce point de vue-là. Et je couple ça à l'antiracisme parce que l'antiracisme, qu'est-ce que c'est quand on le décompose? Ce sont des gens qui usurpent l'identité originale des pays dont ils sont originaires au sein de cultures qui continuent de piller l'Afrique. Ils ne font qu'un remplacement d'identitaire au sein des pays sous la déshérence intellectuelle du cosmopolitisme, si vous voulez. Mais c'est toujours au profit d'intérêts économiques qui continuent de spolier les pays pauvres. Vous voyez, c'est des gens issus de l'immigration bien souvent, qui revendiquent, si vous voulez, l'originalité du pays dont ils sont issus, mais pour faire de l'argent, c'est un système qui continue de spolier les pays pauvres. Donc en fait, l'imposture de l'antiracisme, c'est le mimétisme substitutif de remplacement, si vous voulez, au sein d'une déshérence intellectuelle néolibérale. Et l'écologie s'inscrit dans l'antiracisme et continue effectivement par le néocolonialisme les mêmes impostures.
Alors après, on peut aller plus loin dans la critique de l'écologie, c'est qu'effectivement, les énergies fossiles polluent, ce sont des anciens modèles. Vous remarquez qu'on est passé du charbon de l'ère victorienne anglaise au pétrole américain qui n'en est qu'une accentuation, puisque faut aussi décomposer la symbolique des matières qu'on utilise dans le moteur de nos économies. Le charbon, ce sont des produits issus des matières fossiles, c'est-à-dire des matières pourries des anciennes aires, si vous voulez, mais le pétrole n'en est qu'une accentuation liquide. Hein. Ça prouve qu'on a accentué un problème au lieu d'en sortir, si vous voulez. Hein, on aurait dû s'émanciper du matérialisme reptilien qu'une branche du judaïsme exprimait, et l'imposture des mouvements dominateurs chrétiens barabasiens, hein, de type Empire romain et tout ce qui a suivi après, fait que même si l'Empire romain a disloqué les temples juifs et a participé par son assimilation chrétienne à apporter, si vous voulez, un mouvement plus humain dans le chaos paganique, notamment des pays du Nord, progressivement, et c'est de la France en est un symptôme, c'est l'aspect nordique défaitiste qui a replacé, si vous voulez, le judaïsme de là où la tentative d'émancipation chrétienne avait essayé de faire le travail d'émancipation par la droiture, si vous voulez. Mais cette dislocation des temples juifs s'est faite par l'aspect martial dominateur et défaussant. C'est pour ça que ça n'a pas marché finalement et que c'est en train l'imposture est en train de s'effondrer quelque part sur ces contradictions. Je parle d'aspect collectif, de tendance collective. Ça ne veut pas dire que certaines personnes ont réussi à faire le travail et à s'émanciper, mais la plupart des gens n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'Israël, sur le divisé pour mieux régner, est réapparu, si vous voulez. Et l'écologie accompagnant ce processus pro-israélien est donc une imposture au point de vue spirituel. Même s'il y a une véritable volonté d'améliorer les choses, si tout n'est pas mauvais, c'est biaisé. C'est biaisé. Et on ne peut pas se tromper là-dedans. Et donc, je disais, le problème donc, de l'écologie, c'est qu'effectivement, si les énergies fossiles sont polluantes et sont des modes desquels il faut s'extraire et se dissocier, l'écologie est couplée au tout technologique, c'est-à-dire tablette tactile, téléphone portable, fibre, toutes ces technologies qui demandent des masses énormes de minerais. Et donc, pour moi, c'est un caprice de gosse de riche qui continue la même imposture pour se complaire dans le culte technologique. C'est ça qui me différencie de la dissidence, c'est que moi, je mets l'accent sur le fait que les Français, historiquement, devraient changer leur mode de complaisance avec le monde anglo-saxon dans le culte de la science. Et ça, c'est pas critiqué assez pour la dissidence, et c'est ça l'enjeu. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui va se jouer, tout n'est pas perdu, parce qu'on n'est pas encore poussé, si vous voulez. Mais le fait que les gens ne fassent pas le travail d'émancipation intergénérationnelle, et donc se complaisent dans un matérialisme relatif de substitution, c'est-à-dire le jouet de compensation, la malédiction de cette complaisance amène les gens à s'artificialiser, si vous voulez, dans un monde totalement régi par les mathématiques. Mais le puçage n'étant pas encore arrivé, parce que c'est ce qu'ils vont essayer, hein, le patronat va essayer d'obliger les gens à devenir dépendants de leur technologie pour pouvoir faire partie du système. Et comme ça n'est pas encore arrivé, il y a quelque chose à jouer, si vous voulez. Vous comprenez, il faut se réveiller. Or, si la dissidence est performante dans certaines critiques, elle ne travaille pas assez là-dessus. Et alors, après, la critique de la dissidence, du coup. Parce que il faut comprendre que la France, la réalité de la France, c'est qu'elle se situe dans un affaissement historique. Par quoi je peux commencer pour le dire ? Ben voilà, je vais parler de Conversano. Les gens disent que c'est un identitaire qui défend la race blanche et ce genre de choses. C'est absolument pas vrai. Les gens disent que c'est un national-sioniste et ce genre de choses. Même chose pour Papacito ou le Raptor dissident. Alors ce n'est pas vrai. Ces jeunes sont des gauchistes qui jouent à l'identitaire en réalité dans un jeu d'incitation des identitaires qui seraient piégés, si vous voulez, à la haine pour accentuer, pour amener à un conflit civil. En réalité, qui est profitable à la communauté juive israélienne, que Harley Schlanger critique, sans le dire, en réalité, dans le fait que c'est le mouvement qui accompagne le mimétisme anglophile, si vous voulez. Voilà. Bon, en fait, c'est moi qui le critique et Schlanger ne le fait pas. Mais enfin, il faut comprendre les branches mimétiques, si vous voulez. Parce que la critique aussi de l'interview avec Schlanger, c'est qu'effectivement, on n'a pas parlé assez
de l'influence du mimétisme juif qui prend l'ascendant sur ce côté anglophile, si vous voulez. On n'a pas assez parlé de même si vous voyez que pour un juif issu de l'Europe de l'Est dans les mouvements migratoires, il a quand même été parlé d'Israël, de l'influence des lobbies juifs. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et notamment, je veux dire, des personnes comme Harley Schlanger, il n'y en a pas beaucoup dans les médias français au niveau de la communauté juive quand même. On n'a pas nous en France, peut-être que la médiocrité amène la communauté juive à proposer, si vous voulez, ce qui correspond à la culture actuelle, quoi. Bref. Et en tout cas, si vous voulez, le Conversano, en fait, est un gauchiste. Et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est par hasard. Je faisais une critique d'Elisabeth Badinter, hein, la femme de l'ancien ministre, là, que certains considèrent comme une intellectuelle ou une philosophe, ce qui n'est pas mon cas. La critique, alors Badinter, pour ceux qui ne connaissent pas, elle encourage les Françaises à aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire à se prostituer si elles en ont envie. Et elle accompagne en fait la dérive patronale de délocalisation, elle par la dislocation familiale et de la déportation des modes de naissance, si vous voulez, dans les pays à indice de développement plus faible, hein, les pays du tiers-monde, hein, c'est-à-dire PMA, GPA en Inde, si vous voulez. En fait, pour le résumer, elle pense que les Françaises sont des connes, et elle se dit, plus elles sont connes, plus il faut accentuer leur délire au profit d'affairistes ou d'intérêts communautaires, de gens qui seraient un peu plus, qui auraient un peu plus les pieds sur terre, si vous voulez. Hein. Je pense qu'il y a un grand mépris du côté de Badinter pour et d'un certain sens, l'observation de l'errance de la pensée française du côté féminin, et on ne peut pas la nier, cette déshérence, s'il vous plaît. Enfin, après, ce qui différencie les chrétiens probablement de certaines personnes comme Badinter, c'est le fait d'utiliser, alors après, des véritables chrétiens, parce qu'il y a des gens qui se prétendent chrétiens qui ont ce comportement de prédation, c'est-à-dire d'utiliser les mauvaises tendances des gens pour faire des affaires ou pour les accentuer à son profit, si vous voulez. Moi, je dis que c'est là la différence entre normalement, ce que devrait être un véritable chrétien, c'est-à-dire de ne pas se transformer en prédateur sur la déshérence. C'est pour ça que je critique Badinter. Mais pour revenir à ça, je mets ma vidéo sur YouTube et il y a une version féminine de Conversano qui se manifeste en disant oui, il faut tirer une balle dans la tête de Badinter et c'est réglé. Alors évidemment, moi qui suis pour la non-violence, je dis non, il faut... mais j'ai une intuition, je me dis, c'est pas par hasard qu'elle fait cette intervention, cette fille. Et je dis non, il faut comprendre la déshérence pour, si vous voulez, se dissocier de cette mauvaise influence et de ces mauvais conseils, si vous voulez. C'est-à-dire se reprendre et travailler soi-même, aller dans le bon sens plutôt qu'à être accompagné dans le mauvais, si vous voulez, dans ces mauvaises tendances. Et finalement, la fille progressivement révèle sa personnalité, ça se finit à je vais vous dénoncer pour vos propos antisémites à la police. Voilà. Et c'est là que j'ai compris à peu près la réalité des gauchistes qui sont passés pour des identitaires afin d'inciter les autres à la haine et d'accentuer la chute collective. Et je pense que Conversano Papacito, c'est ça. Ils en ont peut-être pas conscience. Alors pourquoi après on est tombé aussi bas? C'est parce que la France, en amont, dans son côté extrême droite, n'est pas issue en réalité de l'extrême droite qu'on a pu connaître avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une extrême droite née en réalité post-Seconde Guerre mondiale et qui est issue du haut du panier de la résistance, si je ne me trompe pas. Parce que si vous regardez en amont les Le Pen, ils étaient du côté de la résistance. Ils n'étaient pas du côté de Pétain, de Mussolini ou d'Hitler. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de Le Pen, de son père, et de ce que voulait faire Le Pen pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui explique le réganisme, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas être d'extrême droite et être réganiste, en fait, si on est logique un peu. Et donc, en réalité, l'extrême droite aujourd'hui n'est qu'une sous-version de ce qui était de l'autre côté de l'extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il faut comprendre le niveau de chute collective, si vous voulez. Par exemple, vous prenez Alain Soral, il est issu des premières générations de la résistance post-Seconde Guerre mondiale. Donc il faut comprendre la lutte de Soral dans la perspective de son origine et de sa filiation. C'est-à-dire qu'il est un peu dans le syndrome Robespierre qui participe à la Révolution française dans le mauvais camp, donc si vous voulez, il participe avec la résistance à détruire effectivement, et c'est le symptôme de la connerie française au profit des anglo-saxons qui vont les poignarder dans le dos. C'est aussi le syndrome de Gaulle qui va du côté de Londres et que les Américains virent par mai 68 en manipulant les jeunes, si vous voulez, sur le fait que cette génération gaulienne se complaît un peu sans jamais amorcer un changement réel
et que finalement les gens identifient très bien que ils vont. C'est aussi le syndrome Mitterrand, avec la journaliste qui lui dit OK, qui le reprend complaisamment en rigolant, puis en fait on voit bien que la gauche française va complètement laisser passer cette anglo-saxonisation et se prendre à la Macron, si vous voulez. Et si vous regardez Soral, en fait, c'est le marxisme qui combat le trotskisme et la social-traîtrise, mais encore une fois, le marxisme, c'est une révolution bolchevique qui a été financée par les Anglais, si vous voulez. Comme la Révolution française a permis de se débarrasser de l'économie catholique et de l'aspect religieux, monarchique catholique au profit du libéralisme anglais, si vous voulez. Ce sont tous des mouvements très français, trop proches avec les anglo-saxons et trop manipulables pour les anglo-saxons, parce qu'il y a le culte de la science, et c'est ça l'histoire des Français, et leur mélange entre culture nordique et latine, où l'aspect nordique défaitiste prend le dessus, si vous voulez. Après, j'ai toujours dit, il faut s'intéresser au défaitisme nordique et à ce culte de l'arme, signe de rang social, si vous voulez, sans aucune contrepartie émancipative qui aboutit au Ragnarok. Toute l'économie anglo-saxonne ne retranscrit que cette histoire de complaisance, de soumission intergénérationnelle qu'on voit dans l'étape de la fontaine de Mimir dans la mythologie nordique, et qui amène, si vous voulez, à se travestir physiquement, Odin qui perd un œil, au profit d'un culte belliqueux qui amène une guerre de masse chaotique, le Ragnarok, où c'est l'aspect sauvage qui expliquera le darwinisme animal, si vous voulez, et la connivence juivisée, belliqueuse, si vous voulez, qui s'exprime par je parle de la dérive dans le temps de la culture nordique qui va donner le protestantisme en trafiquant la chrétienté, pour replacer en réalité quelque chose de parallèle et de mimétique que le judaïsme, dans son aspect belliqueux qui correspond à cet aspect-là. Je ne parle pas de judaïsme dans sa globalité, mais de l'aspect qui colle à cette mouvance anglo-saxonne nordique, si vous voulez. Et ça explique tout ça. Hein. Vous avez la compréhension de l'économie anglo-saxonne par la compréhension de la mythologie nordique et de sa retranscription économique. Parce que les économies ne sont que les retranscriptions d'une tentative d'émancipation médiée par la symbolique du monde matérialiste, si vous voulez. Donc le travail de décomposition de la symbolique est important. Et la différenciation entre les cultures paganiques des anciens temps avec les mythologies d'un côté nordique défaitiste et positivisme gréco-romain explique l'amalgame français, les choix malheureux des Français, si vous voulez. Et donc, dans Soral, il y a cet aspect robespierrien, gaullien, il y a cet aspect, si vous voulez, marxiste, en interne, luttant contre le trotskisme et la social-traîtrise, très juivisé, si vous voulez. Et donc, Soral fait partie, en amont, de toutes ces révolutions d'imposture violente, et en fait, les gens se retournent contre lui parce qu'il y a la contrepartie dévirisée qui réclame son dû sur l'imposture, si vous voulez. Et ce que fait Soral, c'est qu'il utilise comme Staline les idées d'extrême droite après avoir participé ou être affilié à des mouvements qui ont participé à dégrader l'extrême droite, si vous voulez, pour sauver les meubles de sa mouvance, si vous voulez. Ça explique toute cette violence de dissidence. Alors le travail d'égalité et de réconciliation est très intéressant, mais il montre en réalité les conséquences de l'égarement historique français, si vous voulez. C'est ça qui me différencie, moi, avec la dissidence française. Je ne viens pas, moi, de ces mouvements-là. Et alors, vous regardez, ça se manifeste par le fait que, par exemple, parce qu'il y a un côté, moi, que j'ai toujours trouvé crade dans la gauche française, hein, c'est que souvent, il y a les déviances, les drogues, ce genre de choses, et un type de gauche qui part en vrille en général, parce que c'est rarement les types de gauche ne réamorcent pas le changement, en général, ils partent dans le mauvais sens, surtout en France, c'est une spécialité, c'est que les types commencent bien leurs phrases et finissent à l'inverse de ce qu'ils ont dit en général. Et Soral a ce côté un peu cradingue de gauche, de VGT avec le mauvais côté. Alors lui, il est quand même assez costaud pour ne pas tomber dans le mauvais côté au-delà d'un certain point. Mais par exemple, moi, ce que j'aime pas chez Soral, c'est qu'il fait l'apologie de David Bowie, qui est un gauchiste anglo-saxon qui joue sur l'ambiguïté sexuelle. Je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent. Ou alors, la référence, et ça c'est typiquement français, hein, Soral est typiquement français, typiquement. Il fait des références à Spartacus, donc autant dire à ses adversaires que c'est un perdant, quoi. Je veux dire, pourquoi donner des gages d'utilisation de symbolique de perdant? Spartacus, c'est joli pour l'honneur, mais il a perdu, hein, autant que je sache. Alors pourquoi pas prendre Jason, Persée, ou Ulysse? Eux, c'est des gagnants, si vous voulez. Pourquoi prendre Spartacus? Sinon, de dire à ses adversaires, continue de me faire les poches. C'est un peu ça qui est pénible chez les Français, il y a un côté perdant. Et donc je dis aussi faire l'apologie Gainsbourg, quoi. C'est-à-dire le type qui a fait l'apologie d'inceste avec sa gamine dans un clip Lemon Incest en anglais, et avec son couplage avec Jane Birkin, je suis désolé de le dire, amorce le franglais de Macron. Donc à un moment donné, la dissidence, le problème, c'est cette connivence et cette complaisance, si vous voulez. Hein. Donc c'est ça, moi,
de quoi je me démarque. Alors après, je vais critiquer. Alors par contre, parce que là, il faut dire aussi le côté positif, le marxisme de Soral ou de Francis Cousin sont beaucoup plus lucides sur le sionisme que l'extrême droite. Par exemple, vous avez Delesquin qui prétend qu'il faudrait donner le Golan syrien à Israël. Donc on voit bien la voyoucratie interventionniste coloniale en amont de l'extrême droite qui induit en réalité le néocolonialisme voyoucrate de l'extrême gauche et même de l'écologie. Je rappelle que l'écologie, qui est le produit dérivé de cette imposture, qui se prétend antiraciste en réalité pour se substituer à la légitimité de l'extrême droite, on va dire, patrimoniale, ces gens-là se déportent dans des pays indices de développement plus faibles pour reproduire par le néocolonialisme qui critiquait chez les colons le colonialisme de l'extrême droite, on va dire, et ça engendre effectivement par leur laxisme des trafics de drogue, et le financement des partis politiques dont l'écologie se fait par exemple, le trafic de cannabis des pays du Maghreb, où ils vont se déporter, si vous voulez. Hein. Ça n'est qu'une sous-version de ce qu'ils critiquent. C'est pour ça que j'ai fait la critique de l'antiracisme. Et donc l'écologie est une imposture. Ça donne pour les anglo-saxons DiCaprio qui blanchit l'argent de la drogue sous couvert d'écologie dans les anciennes lignes coloniales anglaises tenues par la nouvelle ligne américaine, qui n'en est que l'accentuation, vous voyez. Et alors, ce qui est intéressant après, c'est qu'on peut même catégoriser. Vous avez des gens issus de l'antiracisme qui basculent du côté de Soral, comme Dieudonné, mais qui parfois retombent dans le mauvais côté, c'est-à-dire s'identifier à les Baghdadi. Si vous avez bien compris mon analyse, on part de l'individu pour aller à la famille, pour aller au collectif. Les gens, dans leur rapport émancipatif, intergénérationnel, se complaisent dans un relativisme matérialisme de compensation. Ce relativisme de compensation les amène en réalité, en fait, ils se complaisent dans l'objet de compensation et ils vont pas au-delà d'un certain point, dans un rôle de façade. Et donc, ça induit d'être en compétition avec les autres groupes relatifs pour les ressources naturelles. C'est ça l'explication du colonialisme et le fait qu'on reproduit sur des pays indices de développement plus faibles, quelque part, une dislocation personnelle, si vous voulez. Donc, ça induit que l'extrême droite et l'extrême gauche, qui n'en est qu'une sous-version, en réalité, reproduisent les mêmes travers de mauvais comportements avec les pays indices de développement plus faibles, si vous voulez. Ça explique les propos voyoucrates de Delesquin, et ça explique la contrepartie hystérique qui finance aujourd'hui le terrorisme, tout en prétendant être victime pour continuer la gérance, et dont l'écologie fait partie, si vous voulez. Et donc, les gens qui sont censés sortir de l'antiracisme ne sont pas censés s'identifier à des terroristes de l'autre, du côté pro-juif, si vous voulez. Or, parfois, Dieudonné, qui devait se sortir de la déshérence Elysée Moon, se réidentifie à des types comme El-Baghdadi, alors qu'il devrait être, même si c'est pas cautionnable, dans le terrorisme antisioniste, qui est la branche, si vous voulez, c'est comme si on comparait le terrorisme marxiste et le terrorisme trotskiste. Il y en a qui sont du côté de la mouvance juive sioniste hystérique et d'autres qui essaient de s'en démarquer, si vous voulez. Et on voit bien que Soral est un peu plus costaud, même s'il fait parfois l'amalgame, il s'était identifié à Ben Laden. Je réexplique parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. À un moment donné, les bobos avaient une contrepartie issue de l'immigration que Joe Star représentait. Donc la contrepartie violente des bobos, c'était les jeunes issus d'immigration qui leur correspondaient dans le cantonnement sociétal, si vous voulez, la violence induite. Hein, ils tapaient des singes dans une cage, c'était la symbolique du cantonnement de ces gens d'immigration par l'effet du patronat pour jouer sur la baisse des salaires et la dislocation de l'identité au profit d'un mondialisme économique superficiel, si vous voulez. Bon, donc il y a toujours une contrepartie violente hystérique des bobos par des gens issus d'immigration. Ça s'est manifesté plus collectivement par la contrepartie d'un financement terroriste hystérique juivisé pour stigmatiser les vrais musulmans, si vous voulez, et justifier une ingérence. C'est l'imposture de la guerre au terrorisme. Et les gens qui sont dans la lutte relative, comme les marxistes soraliens ou Dieudonné, bon, font parfois, parce qu'il y a un mimétisme très proche, la confusion de s'identifier ou d'encourager, si vous voulez, des gens qui sont de l'autre camp. Comme Ben Laden, à un moment, Soral avait dit, c'est bien, il y a une réaction par rapport à l'Empire américain. Sauf que, effectivement, Ben Laden, c'est la contrepartie hystérique d'un faux terroriste financé pour justifier l'interventionnisme. Donc Soral s'en est démarqué, il a compris, et Dieudonné parfois fait les allers-retours et se plante. Vous voyez, en s'identifiant avec Baghdadi, qui est vraiment cette contrepartie Daesh financée par les groupes sionistes, et surtout anglo-saxons, si vous voulez. Et ma critique encore de l'écologie, c'est qu'elle fait partie de cette mouvance occidentale qui finance le terrorisme, en parallèle, hein, tout en prétendant des victimes au profit d'Israël pour se complaire dans l'objet technologique. C'est pour ça que je dis que
l'écologie n'est qu'une fausse alternative parce que c'est un caprice de gosse de riche pour se complaire dans les modes technologiques en se cachant derrière l'esthétique écologique. Hein, ça donne Greta Thunberg, où les pays nordiques viennent encore prendre les gens en otage avec une trisomie, c'est quand même fort de café quand même. Et je dis, moi, il y a une hypocrisie populaire à se complaire dans cette imposture de complaisance technologique, ce qui fait que le patronat accentue toujours ces mesures, si vous voulez. Si les gens voulaient véritablement changer, parce que je ne vais pas dire c'est le pauvre petit peuple, toutes les technologies militaires de ces impostures interventionnistes sont déclinées au civil après. Talkie-walkie donne le portable, les jeeps donnent les 4x4, le GPS ça vient des technologies militaires, les drones par le 11 septembre. C'est pour ça que vous avez beaucoup de mal à critiquer correctement, c'est parce que vous faites partie du lot, si vous voulez, et que vous ne faites pas l'effort de vous extraire. Et je dis, si les gens voulaient véritablement changer, ils n'auraient absolument pas laissé Macron arriver au pouvoir, si vous voulez, ou la tricherie de s'opérer, s'il y a une tricherie. Ce qui doit être le cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc c'est là que la lutte se joue, c'est-à-dire le désimbriquement. On ne parle pas le franc-niche, on parle le franglais, si vous voulez. Hein. Donc il faut bien identifier la dissociation de cette complaisance avec le culte de la science à l'anglo-saxonne, c'est ça l'enjeu. Et comme on n'est pas encore pucé, il y a quelque chose à jouer. Et je dis, la violence est proscrite. Si des millions de gens veulent un changement, quitte à ce que les gens fassent des compromis les uns les autres, je rappelle que Marine Le Pen et Mélenchon, quand il n'y a pas de barrière, ils se rencontrent et ils discutent, ils ne se tapent pas dessus. Ce qui prouve bien que les gens ont une capacité de faire des compromis et de s'entendre pour un intérêt collectif, si vous voulez. C'est ça qu'il faut effectivement arriver à développer. Si des millions de gens sont contre un système qui va dans le mauvais sens, il leur suffit de s'organiser pour bloquer les pôles financiers qui alimentent ce patronat mimétique qui part en vrille, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de violence. Des millions de gens qui bloquent un port, des millions de gens qui bloquent des pôles économiques ou des pôles politiques, la police et l'armée ne peuvent rien faire parce que en intervenant militairement ou violemment, au-delà d'un certain point, ils se discréditent et se mettent tout le monde à dos. Donc, il y a quelque chose à jouer. Et les gens qui se disent, oui, mais moi, on bloque le pays, j'ai des gosses à nourrir. Si vous ne le faites pas, les conditions vont se dégrader, vous finirez pucé. Donc, il n'y a même pas à réfléchir. Par contre, sur le fait de vouloir faire un changement, si on ne veut pas s'inscrire dans ce monde orwellien, parce que les gens après peuvent tout à fait décider, moi ça ne me dérange pas d'être pucé, je trouve que c'est mieux dans un système mathématique, ça serait triste, mais les gens ont le droit aussi. Et donc je dis, il n'y a pas besoin de violence, il suffit de s'organiser et de bloquer en nombre ce qui alimente le patronat. Et là, effectivement, le patronat n'aura pas le choix. Il faut le virer, le patronat. C'est-à-dire que si les gens sont mondialistes, eh ben, ils assument le mondialisme et ils partent dans des pays, ils partent ailleurs, si vous voulez. Parce que si vous partez dans des révolutions de violence, pour le haut du panier de la dissidence, on va dire que c'est les Soraliens. Et je dis, encore une fois, quand on compare Soral à Delescun, il y a, du côté des marxismes, une meilleure lucidité par rapport au sionisme, parce que, en réalité, l'héritage russe est beaucoup moins colonialiste que le côté occidental. Je ne parle pas de Catherine II, mais vous n'avez qu'à regarder les groupes en opposition mimétique en Syrie. Vous avez le côté occidental pervers, hystérique dans son truc de gosse de riche, de complaisance dans la culte de la science, finance le terrorisme tout en prétendant être victime, alors que le côté russe zombifié, si vous voulez, lutte contre ce terrorisme. C'est-à-dire ils sont aussi dans la compétition sioniste du culte de la science, mais ils n'en sont pas une hystérie de financement du terrorisme en prétendant être victime. Vous voyez, dans un groupe mimétique de faux islam. Qu'on retrouve en réalité l'opposition entre Rome et Constantinople par le fait que les chrétiens d'avant ont fait des impostures chrétiennes de croisade, où ils se sont détournés contre Constantinople. Au lieu d'aller à Jérusalem, ils ont été pillés Constantinople, et on retrouve en réalité dans les sous-versions franc-maçonnes que ça a engendré, par la guerre à la Russie aujourd'hui, non dite, le copier-coller en réalité des impostures chrétiennes d'avant, si vous voulez. C'est pour ça qu'on voit que les lobbies, les francs-maçons ne sont absolument pas des solutions, mais des sous-versions en réalité, qui reproduisent les mêmes travers de déportation pour les mêmes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en Syrie, on voit bien l'opposition mimétique des groupes en compétition pour la captation des ressources naturelles, si vous voulez. Et je dis, l'héritage russe est donc beaucoup moins interventionniste et colon, si vous voulez. C'est pour ça que les marxistes sont plus lucides sur le sionisme que l'extrême droite.
Moi, j'ai montré l'imposture de l'extrême droite en amont de l'extrême gauche par l'assassinat de Kennedy, où un type qui veut arrêter la guerre froide se fait tuer par l'extrême droite, et aujourd'hui, la rhétorique anticommuniste de l'extrême droite d'avant est reprise par l'extrême gauche. Hein, donc l'imposture d'Obama, qui prétend le héritier de Kennedy, alors qu'il n'est qu'une sous-version de ce qui lui a fait la peau, et qui a été mis en place par Woodstock pour travestir l'héritage des années 60, si vous voulez. Alors après, oui, il faut faire preuve aussi de lucidité. Une partie de l'extrême droite était du côté démocrate, si vous voulez. Lyndon B. Johnson a été financé par le milliardaire Hunt contre Kennedy au sein du Parti démocrate. Donc, quand je parle des démocrates à la Hillary Clinton, je ne parle pas, moi, de cette... du côté identitaire nationaliste qu'on pourrait voir chez David Duke, qui sont des gens lucides sur l'aspect, si vous voulez, de déportation sioniste, qui n'encouragent pas la violence. Je trouve que David Duke est très intéressant, si vous voulez. Je n'ai jamais entendu ce type inciter à la violence. Par contre, je pense qu'il doit être léger sur l'assassinat de Kennedy, puisqu'il faut remettre en cause le Ku Klux Klan en partie. Alors il a raison de dire que effectivement Hoover a enregistré Kennedy, qui avait une maîtresse communiste, que Martin Luther King tabassait des prostituées blanches pour se venger de l'esclavage des Noirs, ce qui fait pas de lui, enfin, ce qui l'éloigne de la fonction de pasteur qu'on lui a donnée dans les médias, même si Martin Luther King avait quelques qualités. Hein. Il a raison de dire que l'influence pseudo-marxiste, plus la tendance trotskiste du Mossad sur Nelson Mandela explique la substitution mimétique du cosmopolitisme bourgeois blanc par les noirs, au détriment effectivement des natifs sud-africains. Tout ça, c'est très intéressant, mais après, c'est trop léger dans l'autocritique, si vous voulez, de l'extrême droite à l'époque de Kennedy. Parce qu'effectivement, si Kennedy n'avait pas été assassiné, vous imaginez les conséquences sur le nombre de guerres qui ont suivi, et le nombre de morts, si vous voulez, et la dette accumulée. Et donc, en fait, si vous êtes malin, vous prenez le travail de Lyndon LaRouche sur le côté anglophile, que Égalité et Réconciliation n'identifie pas. Vous prenez le côté d'Égalité et Réconciliation sur la critique des Juifs, vous prenez David Duke, vous prenez Arlette Chandler, vous prenez mon travail, et vous avez un prisme très intéressant pour comprendre en réalité le monde. Je pense que c'est comme ça qu'il faut compléter par là où c'est intéressant. Parce que, encore une fois de plus, je ne vais pas taper sur la dissidence, essaye de faire un travail d'émancipation, mais il manque une dimension spirituelle, d'expliquer le fondement, si vous voulez, intergénérationnel. Ils font pas la relation et ils sont trop complaisants avec ce qu'ils critiquent, si vous voulez. Et ça s'explique par le fait qu'on n'est pas dans l'extrême droite alors attendez, parce que là aussi il faut critiquer les nazis et les fascistes, ils étaient impliqués en amont dans le culte de la science. C'est pour ça qu'ils se sont fait disloquer par une sous-jacence, si vous voulez. Parce qu'en plus de ça, au lieu de rester chez eux, même s'ils ont été provoqués, ils ont voulu taper les autres chez eux et leur imposer leur point de vue par la violence, si vous voulez. Donc il n'y avait pratiquement aucune chance que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'un modèle doit se mettre en place. Un modèle doit se mettre en place par l'acceptation intelligente, c'est-à-dire consentie de tout le monde, hein, pas par la force. Alors après, je ne dis pas que dans un contexte d'hystérie, il ne faut pas, à un moment donné, mettre un coup de s'imposer par la force pour remettre de l'ordre et rétablir quelque chose. Hein. Je ne parle pas de laxisme quand je parle. Et je dis, un leader naturel, c'est un leader qui n'a pas besoin de demander à ce qu'on le suive. Les gens le font naturellement. Donc j'ai fait la critique de l'écologie, la critique de la dissidence, j'ai fait Harley Schlanger. Regardez si j'ai pas oublié, est-ce que j'ai écrit ce que je devais dire. Oui, alors peut-être qu'il faudrait effectivement un nouveau messager de Dieu qui soit charismatique, dynamique et qui véhicule une énergie et qui permette aux gens en réalité
quelque chose de propre. Et, enfin, si vous voulez, comment dire, le catholicisme, le christianisme galvanise plus, parce que vous avez quoi? Quand vous allez dans les églises, c'est un peu, c'est sombre, mortifère, vous avez un titre sur une croix. Bon, d'accord, il y a la résurrection, mais ça donne pas envie, si vous voulez. Il faudrait peut-être quelque chose de nouveau, de propre, et qui permette à chacun de trouver sa propre esthétique, sa propre originalité. Ce que j'aime bien, moi, dans le côté musulman, c'est qu'ils veulent pas de caricature et de représentation de Dieu, parce que je ne sais pas si c'est pour les raisons que j'explique, mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet à chacun d'avoir sa propre vision de Dieu, et donc de trouver sa propre source cosmique, et sa propre esthétique, si vous voulez. Parce que, effectivement, quand vous regardez des images de Dieu, vous êtes forcément induit en erreur par celui qui l'a mis en place et l'idéologie qu'il véhicule. Donc il y a des côtés positifs comme ça à prendre un peu de partout. Bon, vous voyez bien que le leader charismatique, c'est pas moi. Hein. J'ai rien d'un. Il ne faut pas que les gens me suivent. Moi, je suis tout seul, je travaille à essayer de comprendre le monde et je partage des observations à toutes fins utiles. Hein. Je pas Il y a des gens qui ont véritablement des pouvoirs ésotériques, hein, télépathie, télékinésie. Moi, j'ai rien de tout ça, si vous voulez. La seule chose que j'ai, c'est la compréhension du principe d'émancipation intergénérationnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien comprendre chez l'humain que tout part de l'individu, de la cellule familiale, pour se reporter au collectif. Le rapport aux parents explique le rapport au pouvoir, si vous voulez. Si les gens n'ont pas une émancipation pacifique par la maturité, ils vont avoir un rapport au pouvoir violent, meurtrier, hystérique, ambigu, de vouloir piquer le patrimoine, ce genre de choses. Tout ça prend son origine dans leur rapport émancipatif, si vous voulez. Donc la plupart des révolutions meurtrières décapitatrices de type Révolution française ou la violence bolchevique, même si tout n'est pas mauvais, effectivement, portent toute la malédiction future dans la gestion de patrimoine morbide que ça induit. La déshérence française suite à la Révolution française s'explique. Donc en fait la seule solution, c'est de s'émanciper intergénérationnellement par la droiture et la maturité. Si on n'y arrive pas, de progressivement être patient et de travailler chaque jour à s'améliorer, si vous voulez. Hein. Bon, on a le problème de l'Occident, c'est le caprice. Hein. Je veux tout de suite, hein, le dernier objet de compensation. Donc, vous voyez la Libye, par exemple. On a utilisé l'utilisation des technologies militaires est totalement la symbolique du rapport à autrui, si vous voulez. Hein. Le nucléaire, c'est quoi dans sa déclinaison militaire? C'est prendre une molécule pour en disloquer d'autres, si vous voulez, hein, pour jouir d'une énergie importante mais éphémère et dégradante. C'est le symptôme du néolibéralisme. Quand on va disloquer la Libye, par une coalition, on va fracturer une molécule, un système, si vous voulez, pour piquer les ressources naturelles, jouir dans la société de consommation, et ça laisse une pollution et des cultures disloquées, zombifiées, si vous voulez. Quand vous couplez ça effectivement au pourrissement que le pétrole induit parce que c'est des arbres pourris, si vous voulez, des végétaux pourris. Le pétrole, c'est des masses, si vous voulez, de compost pourri issus des aires antédiluviennes. La symbolique, c'est le fait de végéter dans la pourriture des secrets de famille. Couplé au nucléaire, c'est toute la laideur, si vous voulez, de ces impostures économiques. Et l'écologie, on aurait pu croire, était une émancipation de tout ça. En réalité, ça n'est qu'un alien qui s'extrait de ce qu'il a engendré, si vous voulez. Et ça éventre la planète pour des minerais qui alimentent ce culte de la technologie, avec les symptômes d'aliénation, du terrorisme, de s'identifier à des trisomiques, ce genre de choses. Bon, sans faire d'amalgame, on sait qu'il y a tout un héritage au niveau de l'écologie dans le rapport ambigu aux enfants, qu'en France, c'est une spécialité de certains groupes élitistes de violer des gamins à la DAS, hein, surtout trisomiques, c'est-à-dire les gens les moins capables de se défendre, si vous voulez. Donc ça devrait poser des questions sur ce mouvement écologiste où on manipule des enfants pour faire passer des intérêts d'adultes au point de vue économique. Ce n'est pas parce que il y a un problème d'écologie, il y a un problème de réchauffement climatique suite à la surindustrialisation, on ne peut pas le nier.
On le constate, si vous voulez, la pollution est évidente, la dégradation des sols, de la nature est évidente et incontestable. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'écologie, et encore une fois de plus, il y a un problème au niveau du climat, c'est la réalité, si vous voulez. C'est pas dans l'ampleur qu'on nous dit, mais c'est accentué par en plus les traînées chimiques, intentionnellement mises en place par le système mondialiste dans le dos de tout le monde, avec l'argent de tout le monde, enfin, avec la complicité de tout le monde. Mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes d'écologie que les propositions économiques des écologistes sont les bonnes. Voilà. Il n'y a pas un monopole des problèmes écologiques, c'est véritablement une substitution mimétique et un caprice de gosses de riches en réalité. Alors, il y a des gens de bonne volonté, c'est pas parce qu'il y a une sous-jacence, parce que des fois les gens s'identifient à quelque chose avec leur univers personnel, ce qui fait que parfois ils peuvent prendre des bases dont ils ne savent pas qu'elles sont pourries, viciées, si vous voulez. Donc tous les gens dans l'écologie sont pas mauvais, hein, effectivement, sont pas. Il y a des gens de bonne volonté, si vous voulez, mais il faut toujours aller voir le fond de l'affaire pour comprendre et faire les bons coupements, si vous voulez. Donc il y a besoin d'un changement, mais il y a besoin que les gens se posent, réfléchissent, se concertent et fassent des compromis et s'entendent pour mettre en place des solutions honnêtes. Le problème du monde moderne, c'est que les gens pensent que le cognitif, le mental prime sur tout le reste et sont très impatients et un peu capricieux, si vous voulez, dans leurs requêtes. Et donc, quand on a dégradé la Libye, on a effectivement dépassé du système d'études catholiques aux écrans plats, à la TNT, si vous voyez bien. Les privatisations, l'accentuation, on a sacrifié l'humanité progressivement originale sur l'autel des nouvelles technologies et d'Internet, si vous voulez. À tel point qu'aujourd'hui, on est obligé de dépendre des compagnies privées anglo-saxonnes dans tout. Moi, je veux créer une entreprise, je suis obligé, pour le financement participatif, de passer par Facebook pour les réseaux, si vous voulez. Même Pôle emploi vous oblige à passer par les réseaux de Facebook. Or, moi, idéologiquement, je suis contre ces réseaux. C'est véritablement le siphon qui mène vers le monde orwellien et les puçages et l'homme artificiel. Donc, je ne veux pas descendre dans cette chose-là, je préviens contre ça, si vous voulez. Et je trouve tout à fait choquant qu'en France, on accepte d'être dépendant de compagnies privées, de pays étrangers, si vous voulez, pour nos modèles économiques. Alors, je nie pas une intelligence du côté nordique, anglo-saxon, mais c'est une intelligence essentiellement matérialiste et qui n'a aucun apport spirituel, si vous voulez. Ça s'explique parce que le monde anglo-saxon et nordique est un produit dérivé du continent, et que le continent a totalement, les continentaux totalement abandonné, si vous voulez, leur légitimité originale. Et ils se sont progressivement pliés, si vous voulez, à leurs produits dérivés. C'est hallucinant. Quand vous comprenez que cette déportation dans les pays indices de développement plus faibles est en train, parce que l'Inde ou la Chine se sont impliqués dans cette économie néolibérale dégradante, ça induira effectivement à terme des problèmes évidents, quoi. Si les gens ne sont pas capables de se restreindre dans l'utilisation des ressources naturelles, il va y avoir des compétitions monstres pour les groupements écologiques, si vous voulez. Et ce qui est aussi très perturbant, c'est que l'Inde est retardataire au point de vue de l'indice de développement humain, la Chine aussi, on leur balance, si vous voulez, directement les nouvelles technologies, alors qu'ils n'ont pas, si vous voulez, la sagesse. Quand vous regardez le scandale Bhopal, vous regardez les génériques laissés aux mains de gens complètement irresponsables en Inde. L'Inde était absolument pas prête, avec son indice de développement humain, si vous voulez, à s'impliquer dans la course en avant, la fuite de la dette et le délire des pays occidentaux, si vous voulez. Et la Chine, quand ils construisent leurs barrages, vous avez des flots de cadavres d'ouvriers, si vous voulez. Ça serait, en Occident, on aurait du mal on a du mal à s'imaginer le retard humain, si vous voulez. Et pourtant, ces gens-là se voient, si vous voulez,
balancés dans la compétition technologique. Et aussi, ce que j'aime pas, et ça je dois le dire, parce que c'est pas moi qui suis représentant de l'Afrique, mais comme je suis occidental, je dis ce qui me plaît pas dans le comportement des Occidentaux. Les mouvements soi-disant écologistes de la gauche, dans son rapport d'ingérence dans les pays africains, produit quelque chose que je ne supporte pas, c'est-à-dire la castration des mâles africains. C'est-à-dire qu'ils désavantagent systématiquement les petits garçons au profit des petites filles, et ils font en réalité cette propagande pro-gay, pro-féministe dès l'enfance, parce que moi je suis, et l'écologie est impliquée là-dedans. Il y a vraiment un rapport problématique aux enfants de venir imposer sa petite idéologie d'aliénés de gosses de riches occidentaux en allant, si vous voulez, fracasser d'autres cultures. Laissez les Africains tranquilles, si vous voulez. Vous n'avez pas le niveau pour ça. Vous n'avez pas le niveau émancipatif pour vous gérer dans les affaires de pays qu'on a déjà assez pourris comme ça. Il faut laisser les Africains tranquilles et réparer, si vous voulez, les dégâts, reprendre leur culture. Il n'y a aucun intérêt pour la véritable culture et l'identité africaine, c'est une substitution par l'imposition d'un modèle économique totalement vicié, si vous voulez. Ça n'est pas acceptable. Et les justifications bidons, comme quoi les femmes gèrent mieux l'économie, c'est de se maquiller derrière un délire que nous, occidentaux, avisés là-dessus, nous ne pouvez pas nous faire duper, si vous voulez. Peut-être duper les Africains avec des discours bidons sur le mode sociétal, mais certainement pas les gens comme nous. En tout cas, pas comme nous. Bon, j'ai quand même englobé pas mal de choses. Harley Schlanger, donc personnage très sympathique, très érudit, américain quand même, hein, on le voit. L'apport effectivement de la critique du monde anglophile qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Alors oui, j'en profite aussi. L'influence de ce mouvement anglophile n'est pas contestable, et je vais vous expliquer, parce que la télévision est très liée au service secret, à cette idéologie, si vous voulez, aux États-Unis, d'autant plus. Vous prenez la série Magnum, vous avez, alors là c'est très intéressant, vous avez, je ne sais pas, ça se passe à Hawaï, hein, donc on est bien dans l'éloignement, si vous voulez, un détective privé, joué par un homosexuel d'ailleurs, américain, la série est sympa, si vous voulez, dynamique, mais regardez le fond. Donc, qui travaille pour Higgins, donc le colon anglais, hein, le colonialiste anglais, qui utilise la Ferrari d'Higgins. Hein, on voit bien Higgins habillé en colonialiste anglais avec son canon, si vous voulez. On voit bien dans la retranscription des séries télé, dans l'inconscient américain, si vous voulez, l'influence de ces mouvements anglophiles et qui est à la tête de qui, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Par Magnum, on ne peut pas se tromper. On a véritablement ce que Harley Schlanger critique. Et ce que je critique sur ma chaîne, vous le voyez dans les séries télé par Magnum, si vous voulez, avec les ordres d'importance. Hein, avec tous les symptômes qui vont avec, si vous voulez. Vous voyez, on ne peut pas trop se planter quand on a ces repères-là. Bon, je vais arrêter là, j'ai beaucoup parlé. Je conçois que ça doit être compliqué à suivre, mais n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai pas beaucoup de vues sur YouTube. Les gens m'ignorent, la dissidence ne veut pas travailler avec moi. Je suis pas un dissident puisque je suis aussi non violent et que je prône les changements par l'intelligence et la sagesse, si vous voulez. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui suivent, à me poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, d'autant plus que je sais qu'il y a des gens qui essaient véritablement et sincèrement de trouver des solutions. Je ne dis pas que je suis la solution, si vous voulez, mais le partage et l'entraide ou l'échange favorise hein, le fait de trouver des solutions. Voilà. À la prochaine.